et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Café avec Imen. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui cumule 23 ans de web, qui a accompagné des dizaines d'équipes, piloté des projets complexes, formé des développeurs et qui organise l'un des futurs plus grands événements tech en France, les Web Days Convention. Freelance, architecte, formateur, lead technique, passionné par Symfony, Angular, le TDD, le DDD, aujourd'hui on partage un café avec Jean-Jacques Peruzzi. Jean-Jacques, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Imen, avec plaisir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Pour commencer simplement, si tu devais te présenter en quelques phrases, sans ton CV, tu dirais quoi? Euh, Beaucoup de choses. J'aurais beaucoup de choses à dire. Bon, sur le côté professionnel essentiellement, pour rester là-dessus, principalement que je suis autodidacte depuis ouais, plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et que j'adore l'environnement dans lequel je travaille, l'environnement web. Que ça demande beaucoup d'énergie. Du coup, je m'y retrouve bien là-dedans. C'est très passionnant. Et voilà, donc j'ai évolué pendant toutes ces années, en partant de l'échelle la plus basse, on va dire. Et puis, j'ai gravi les échelons. Voilà, mais bon, c'est jamais fini. Et c'est ça qui est bien aussi. Ouais. Voilà en quelques lignes principales. Et voilà, j'ai un parcours toujours dans le web, mais essentiellement dans l'entrepreneuriat, en collaboration ou en freelance depuis une dizaine d'années maintenant. Bon, comme j'ai dit, en fait, ça fait 23 ans que tu es dans le web. Raconte-nous comment tu es tombé dans la tech. C'était un choix naturel, un hasard ou bien une passion? C'est venu naturellement en fait depuis mon adolescence où j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique avec mon premier ordinateur qui était un Amstrad CPC 6128+. Euh, donc ça remonte et puis c'est venu très tôt en fait. J'ai pas forcément fait des études dans ce domaine-là, mais je suis resté intéressé par l'informatique. Et voilà, j'ai plutôt un cursus scientifique, mais dans la biologie, donc rien à voir. Et ensuite, j'ai eu mon premier PC, mais avant de l'allumer, j'ai voulu m'intéresser vraiment au principe de l'informatique, au fonctionnement des ordinateurs, savoir, j'étais fasciné de voir ce qu'une machine pouvait réaliser, une simple machine. C'était incroyable. Et ce qui fait aussi écho avec mes études en biologie, parce que j'étais fasciné du corps humain, de la biologie, de la vie, en me disant, mais waouh, comment ça marche en fait? Et donc pareil pour l'informatique, j'étais passionné de ça, curieux de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai ouvert un bouquin, puis ensuite j'ai acheté un PC, et puis c'est parti de là, toujours en mode loisir, on va dire. Et ensuite, j'ai rejoint un petit peu une partie de l'informatique dans mes études en faisant une maîtrise de double compétence en information documentation. Et puis ensuite, j'ai eu essentiellement des expériences. Le hasard a fait que j'étais essentiellement dans le domaine du web en réalité, du fait que voilà, j'aimais beaucoup ça et je me suis investi et c'est parti de là. Non, c'est intéressant, là, les gens qui arrivent d'un autre monde que l'informatique, qui font toute une carrière avec moi. Donc, avec tous les postes que tu as eus, Jean-Jacques, tu étais développeur, lead, architecte, formateur, est-ce qu'il y a un moment clé, un déclic qui a vraiment orienté ta carrière? Je pense que c'est l'activité de formation en particulier, où oui, il y avait vraiment un déclic, un déclenchement. Du coup, ça reste un rapport au web, au domaine du web, mais par la transmission. Alors, je l'ai toujours fait depuis le début, en ayant des collaborateurs, des stagiaires, des employés, donc il y avait déjà une part de transmission, mais ça s'est formalisé lorsque j'ai vraiment développé une activité de formateur, et où j'ai monté mon organisme de formation, où j'ai été certifié Calliope, etc. Sur la fin.
Et c'est vraiment ça, en fait, pour moi, j'ai envie de dire que grâce à ça, la boucle était bouclée. Parce que bah, je suis assez sensible à tout ce qui est humain. Et du coup, bah, pouvoir insuffler de la tech pour les humains et de l'humain dans la tech, ben, du coup, voilà, c'est vraiment ça, la boucle était bouclée. Oui, en fait, tu es freelance depuis 9 ans, Jean-Jacques, et tu es spécialisé dans le pilotage des projets. Comment tu peux définir ton approche bienveillante dans une mission? Là, j'ai vu pas mal de commentaires, des retours, des gens qui ont bossé avec toi. Et tout le monde a été d'accord sur le fait que tu es très bienveillant, tu penses à l'humain avant, que tu es à l'écoute. Donc, comment tu peux définir cette approche? Oui, alors ça, pour moi, c'est vraiment très important. Et en réalité, ça vient d'abord d'une réflexion personnelle. Mon rapport aux autres en général, en fait, dans la vie, au quotidien. Bah, ça a transpiré dans le travail, d'autant plus que les travers humains, enfin, déjà de base, c'est bien de prendre soin des autres, de toute façon, quel que soit le contexte, hein. Donc voilà, au quotidien. Euh, et dans le contexte du travail, c'est encore plus important, je pense, parce qu'il y a beaucoup de biais psychologiques, qui font que la part de l'humain, en fait, est un petit peu biaisée, enfin pas biaisée, mais un petit peu mise à mal, à cause de beaucoup d'impératifs ben, économiques, de temps, des problématiques de hiérarchie, des problématiques de gouvernance, avec beaucoup de ruissellement, de mauvais management. Et du coup, voilà, lorsque on est dans une équipe, surtout moi venant de l'extérieur, du coup j'avais beaucoup de recul, et je voyais très rapidement en fait tous ces problèmes-là, et je me suis très vite rendu compte que ces problèmes-là étaient souvent à l'origine des problèmes finalement métiers et techniques qu'on rencontrait au quotidien. Et donc, du coup, ça faisait vraiment sens que de commencer à travailler sur cette base-là, pour vraiment après avoir un terreau vraiment fertile pour résoudre les problèmes, voire même les éviter finalement. Euh, voilà comment c'est arrivé. À titre personnel, donc cette réflexion est venue d'être avec l'âge peut-être, la maturité, le vécu, les expériences qui font écho. Mhm. Et voilà, moi ça me parle beaucoup. Et j'ai eu quelques révélations, on va dire, au cours de loisirs que je pratique, et avec une communauté qui m'a beaucoup inspiré, une communauté de pratiquants sur cette activité. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et du coup, voilà, là, ça a été vraiment une révélation à titre personnel. Et puis, bah, c'est naturellement arrivé dans le domaine du travail, comme je viens de l'expliquer, pour les raisons Ouais, bah, qui me paraissent moi évidentes. ouais. Non, c'est intéressant ce que tu dis là, Jean-Jacques, et je peux que te saluer, quoi. Parce qu'en fait, j'ai lu pas mal des retours sur ta façon de travail et j'ai trouvé ça très cool. Ouais, pour moi, c'est fondamental. C'est vraiment, je comprends même pas que les gens soient pas plus sensibilisés que ça, parce que on éviterait Ouais, tellement de problèmes, avec juste de la bienveillance, de l'écoute et du respect, etc. ouais, Mais bon, mais c'est un vrai sujet. Au cours de mes missions, c'est vraiment, ça devient stratégique, et je me bats je repousse les gens dans leur retranchement, et jusqu'à un très haut niveau de la hiérarchie, et jusqu'à un très haut ouais, niveau personnel, où je challenge vraiment les gens, et lorsque ce sont des gens intelligents, ils le comprennent très bien. Et ouais, moi, ça me permet de voir vraiment qui j'ai en face de moi. Et ça me permet de connaître les gens, ça permet aux gens de me connaître, et de voir dans quelle démarche je suis, et quelle posture j'adopte, et pourquoi je l'adopte en fait. ouais. Et voilà, et donc, du coup, ça remet vite les choses à plat. Et c'est très efficace,
Et c'est apprécié par les gens qui savent l'apprécier. Voilà, c'est pas toujours évident, mais du coup, Ouais, ouais, j'ai eu effectivement de bons retours à ce niveau-là, et c'est plutôt encourageant. Et pour moi, une mission ouais, réussie passe aussi par cet aspect-là, ouais. finalement. On revient un peu sur la technique là. Parce que j'ai fouillé un peu sur ton LinkedIn, tu utilises le TDD, BDD, les architectures hexagonales, le DDD. Pour toi, qu'est-ce qui change concrètement dans un projet qu'on en applique réellement ces méthodes? Ça change tout. Ça change tout. Dis-nous tout. Euh, Bah, en fait, ce sont des principes, hein, des patterns. Alors, il faut faire quand même attention, hein, c'est pas, il faut pas les utiliser à tort et à travers, bien sûr, mais ce que je trouve intéressant dans tous les patterns en général, et ce que tu viens donc d'évoquer de façon globale, bah, c'est qu'en fait, ils apportent une solution à beaucoup de problèmes. Et finalement, la seule difficulté qu'il y a, c'est de les comprendre, de se les approprier, et en fait, d'acquérir la compétence pour les appliquer. Euh, mais du coup, ce qui est- c'est un effort du coup qui est à faire au début. Mais Ouais, ensuite, on recueille tous les avantages qu'ils apportent plutôt que d'en faire l'économie, et ben, justement d'en pâtir parce que ben, on n'a pas voulu faire les choses correctement dès le départ, par manque de temps, par flemme, par manque de connaissances aussi tout simplement. Et du coup, ben, on s'embête, pour rester poli, toute la journée à essayer de résoudre des problèmes de façon différente. Des problèmes qu'on s'est créés parce qu'on n'a pas voulu faire les choses correctement. Et du coup, c'est un cercle vicieux qui est détestable. Donc du coup, voilà, toutes ces bonnes pratiques, elles sont vraiment là pour ça. Et là aussi, bah, c'est pareil, il y a un aspect psychologique par rapport à ça, beaucoup, je trouve, dans l'émission. Et lorsque je prends ces bonnes pratiques, bah, c'est souvent le dogmatisme qui apparaît versus le pragmatisme. Et bon, bah, là aussi, c'est aussi un combat durant l'émission pour faire comprendre aux gens qu'ils ont tout à y gagner en faisant un effort de monter en compétence, de prendre le temps, parce que parfois il est urgent d'attendre, même souvent, avant de s'engouffrer dans une brèche qui finalement va devenir un cercle vicieux et une spirale infernale, quoi. Donc, ça change, voilà ce que ça change en fait. C'est juste de poser les bases, d'avoir un bon départ. Et derrière, tout roule, à condition de faire l'effort. Du coup, Jean-Jacques, avec ton expérience là, quelle erreur vois-tu le plus souvent dans les projets web et comment on peut l'éviter, quoi? Il y en a pas mal. Bah, justement, Ouais. déjà, ne pas s'intéresser, alors, ne pas prendre de recul en fait sur ce que l'on fait suffisamment, et vouloir aller trop vite. Et donc du coup, et je vais revenir sur ce que je viens de dire, sur les bonnes pratiques. Ouais. Elles sont pas là juste pour briller, elles sont là parce qu'elles sont vraiment efficaces et utiles. Et Oui, du pour coup, résoudre quelque chose, quoi. bah, non, c'est incroyable, hein, mais c'est d'une réalité. Mais après, voilà, ça s'entend, encore une fois, comme je disais, le contexte de travail est souvent contraignant. Et c'est souvent par contrainte, en réalité, qu'on ne les applique pas parce que bah, le ruissellement d'un mauvais management ne permet pas de dégager le temps nécessaire pour des impératifs économiques, etc. Donc voilà, ce sont des erreurs, mais qui sont plus subies finalement que volontaires. C'est-à-dire, c'est pas forcément une volonté. La plupart des gens avec qui je discute lors des missions sont toutes pour, hein. Mais malheureusement, voilà, il y a des contraintes qui font que c'est pas mis en place, quoi. Et, euh, et globalement, les erreurs, bah, au final, c'est plus des erreurs de pilotage que d'exécution par rapport aux développeurs, hein, qui, encore une fois, Ouais. la plupart ne demandent qu'à vouloir faire les choses correctement. Mais finalement, les erreurs ne viennent pas de leur part. Alors après, il y a toujours des erreurs techniques, mais qu'on en fait tous, et moi le premier, hein. Et c'est complètement normal, hein, personne n'est parfait. Mais voilà.
Donc c'est plus des erreurs de gestion technique, de management, d'orientation, où on va être beaucoup plus dans le curatif que dans le préventif. Et ça, c'est bien dommage. C'est 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 souvent au détriment de tout. Et puis, encore une fois, on retombe dans une spirale. Donc, l'erreur de ne pas vouloir faire de tests parce qu'on n'est pas habitué à les faire. Du coup, ça prend du temps, etc. Et comme je dis souvent, c'est pas faire des tests qui prennent du temps, c'est apprendre à les faire qui prend du temps. Mais Ouais. voilà, une fois qu'on sait les faire. Donc, du coup, oui, l'erreur, c'est de dire, comme j'ai pas le temps, j'apprends pas, ça prend du temps d'apprendre, mais du coup, je vais le faire autrement. Sauf que la façon de faire autrement, finalement, finit par prendre plus de temps que si on avait pris le temps de le faire bien Ouais. au début. Voilà. Et à l'encontre des impératifs économiques, puisque justement, au moins on a de moyens, plus il est important de faire les choses correctement pour pas avoir à les refaire. Avec tout ce que tu dis là, si tu devais donner 3 conseils simples mais puissants à la nouvelle génération de dev, ce serait lesquels? Euh, je dirais que peut-être avec un sujet d'actualité par rapport à l'IA. Ouais. J'entends beaucoup de choses par rapport à l'IA et beaucoup de personnes disent que l'IA, ça va être compliqué pour les jeunes développeurs parce qu'ils vont pas apprendre ce qui se passe sous le capot, c'est vite fait, etc. Ouais. Euh, alors oui, je suis pas forcément d'accord et moi j'encourage tout le monde, même les juniors d'ailleurs, à utiliser l'IA. Mais faut-il encore savoir s'en servir? Et en réalité, l'IA, c'est jamais qu'une façon d'accélérer les choses et une façon d'avoir finalement un mentor. Alors il faut faire attention à ce qui est dit, il faut quand même vérifier, bien sûr. Mais finalement, Oui. pour moi, je pense que ce que les développeurs faisaient avant l'IA, mais en réalité, ils doivent adopter la même posture, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont un problème, c'est se renseigner, chercher. Donc, ce qu'on faisait avant hein, dans les forums, dans les articles, etc., faire sa veille, aller recueillir ça. Donc, avoir toujours cette posture-là de recherche. euh, euh, Même avec l'IA. Et donc, du coup, de faire attention, effectivement, ne pas se contenter de ce que l'IA donne en surface. Et puis, si ça marche, bon, mais tant mieux, et on n'a pas creusé. Non, il faut quand même continuer à creuser. Et voilà. Après, ça reste à relativiser. Des fois, on veut juste que ça fonctionne. On n'a pas envie de la complexité, on n'en a pas besoin. Des fois, ça suffit, ça fait le job, entre guillemets. Donc, c'est tout à fait acceptable aussi. Mais voilà, pour un travail de fond, pour une montée en compétences, pour une bonne compréhension du domaine ou de ce que l'on fait, il faut conserver la posture d'avant. Et l'IA n'est qu'un accélérateur et un facilitateur. Voilà le conseil que je pourrais donner. Euh, et ensuite, le conseil pour des juniors. euh, on peut donner par exemple le conseil de s'intéresser à la valeur avant de vouloir coder. Ça, je le retrouve souvent. Dans les missions de pilotage, je peux surprendre les gens d'ailleurs en disant aux des développeurs, mais en fait, le code, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Alors j'exagère, hein, je force le trait évidemment, mais ce que je veux dire par là, j'essaie de transmettre un message que, en fait, on a d'abord une valeur à livrer, donc c'est la comprendre. Cette valeur est adressée par des fonctionnalités, donc on va commencer par les comprendre, par les conceptualiser, par les architecturer. Et une fois qu'on aura planifié tout ça, alors c'est jamais fait à 100%, hein, mais c'est pour débunker, dégrossir et savoir à peu près où on va. Et c'est uniquement à partir de là où on va pouvoir commencer à coder. Et uniquement ça. Et finalement, le code, ce n'est qu'un moyen technique de répondre à un besoin fonctionnel qui va apporter de la valeur. Donc c'est vraiment de s'inscrire dans cette démarche-là. Et c'est fondamental. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on va taper des lignes de code, à quoi elles vont servir. Euh, voilà le conseil que je donnerais. C'est dans leur travail, ce ne sont pas des développeurs, ce sont des analystes, concepteurs, développeurs. Et donc le développeur, ce n'est qu'une
partie, en fait. Voilà. Ouais. Euh, et c'est le rôle du développeur, de ce que l'on attend. C'est pas, comme on dit, de pisser du code, mais c'est d'apporter vraiment une valeur ajoutée, hard et aussi soft, d'où la bienveillance que j'essaye d'insuffler, et aussi Ouais. de mettre les développeurs dans une posture bienveillante d'écoute, et d'être capable de communiquer, et pas uniquement avec les techs, mais avec tout le monde, les gens du métier. Oh, intéressant. Je pense, t'as bien résumé, t'as bien, t'as donné, comme j'ai demandé, trois conseils simples, mais vraiment très puissants. On arrive à la partie où on va parler des Web Days Convention et ta vision du futur. Donc, tu Oui. organises les Web Days Convention là, un événement sur 5 jours, 5 thèmes, 100% orienté pro et tech. D'où t'es venue l'idée? Donc ça fait quelques années que j'ai cette idée, cette envie, presque ce besoin, je dirais même. Ouais, Euh, Bah, c'est un peu dans le prolongement de ma façon de vivre les choses, de façon humaine, avec de la relation et euh, tout comme je proposais de la formation en réalité pour transmettre, échanger, par rapport au domaine. Lorsque j'ai commencé mon activité en freelance, j'ai tout de suite créé un groupe, Meetup, pour organiser, ben, justement des rencontres, des échanges, sur le thème de symphonie. Donc c'est le Meetup Symphonie, Aix-Marseille. Et maintenant, ça fait 4-5 ans où je ne fais plus qu'une seule réunion, plus qu'un seul Meetup. Euh, Au début, j'en faisais plusieurs, donc c'était un format plus petit. Mais là, j'ai préféré réunir plus de personnes, et faire des conférences plus importantes. Et donc, du coup, voilà, ça fait 4-5 ans que j'organise chaque année une soirée de conférences, avec deux conférences, dans un superbe lieu, à Aix-en-Provence, qui s'appelle The Camp, avec un bel amphi qui nous accueille. Et on est à peu près 120 personnes, chaque année. Et c'est super, ça permet de rencontrer un petit peu, la communauté, tech, alors tech Symfony, hein, PHP. Euh, mais voilà, c'est des moments que j'aime beaucoup. Par ailleurs, j'assiste aussi à des meet-up. Donc voilà, et ça fait à peu près 3 ans que j'ai envie d'aller au-delà, d'une soirée, sur le format et même au-delà, du domaine, back-end, Symfony, PHP. Puisque comme je le disais tout à l'heure, en fait, bon, on est concerné par, finalement toute la chaîne de valeur lorsqu'on intervient à notre niveau. ouais, Donc en amont, en démarrant par exemple sur la partie business, puis marketing, et puis ensuite lorsqu'on rentre dans la tech, on a du développement. Si on suit un petit peu le parcours utilisateur, on va commencer par le front, de ce qu'il va voir. Et puis après, on passe du côté obscur de la force sur le back-end. Et il faut supporter tout ça par de l'infra, donc du DevOps, quoi. Euh, voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être, plutôt pas mal, que ça pouvait faire sens. Donc le fait est que, oui, effectivement, par rapport, au sondage que j'avais pu faire et aux premières inscriptions, ça fait sens en fait, d'aller au-delà, puisque les personnes inscrites, souhaitent participer, à plusieurs thèmes, donc plusieurs journées. Et voilà, donc c'est vraiment le prolongement, d'une façon personnelle de vivre les choses, de façon humaine, relationnelle, et par extension du meet-up que j'organise, chaque année. et avec tout ça, qu'est-ce que tu veux apporter à l'écosystème avec cet événement, un événement de cette ampleur, 5 jours, 5 thèmes? Je pense pas que j'ai vu un événement sur 5 jours. Oui, c'est ambitieux, 5 jours. Alors c'est à la fois 5 jours et un jour, c'est-à-dire que finalement on peut le voir comme cinq, événements consécutifs C'est ça, oui, parce qui que font chaque jour, ça a un thème, c'est ça? c'est voilà, un jour un thème. Donc finalement Mm. on peut le voir comme ça, aussi de façon unitaire, ou dans Ouais, sa globalité avec, voilà, un périmètre plus ou moins étendu selon ce qui nous intéresse.
Ouais. Mais certaines personnes se sont positionnées sur 4 journées, par exemple. Donc, c'est 4 thématiques différentes. Donc, c'est pour ça que ça fait vraiment sens. Et beaucoup sur 2 voire 3 journées. Donc, j'ai oublié ta question. En fait, qu'est-ce que tu voulais apporter avec, Oui. Ce avec que je voulais cet événement? apporter, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bons moments, beaucoup d'échanges, beaucoup de sympathie, déjà, de se rencontrer et d'échanger. Et en fait, le reste viendra tout seul, c'est-à-dire la connaissance, l'inspiration et le réseautage avec, pourquoi pas une partie, enfin, c'est quand même aussi le contexte. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi une connexion business. Donc, on peut faire des rencontres de futurs partenaires, de futurs collaborateurs, de futurs clients, fournisseurs, etc. Donc, voilà. Mais encore une fois, c'est un petit peu comme dans mes missions finalement. Je veux apporter un terreau humain et ensuite le reste, ça va venir, mais vraiment tout seul. Donc, Ah, passons un bon moment et, et voilà, tout s'enchaînera bien, tout découlera sur plein de belles choses dans nos métiers respectifs. c'est intéressant et j'espère que ça va. Bon, je suis sûre que ça va être un très bon événement et je te souhaite tout Ça le sera- succès que tu attends, quoi. Avec ton recul là, où va la tech? Entre l'IA, le cloud native, Kubernetes, la montée en complicité, comment vois-tu l'avenir de métier? Alors c'est compliqué. Alors effectivement, enfin, ça sera jamais que mon point de vue personnel, parce que je suis pas un oracle, j'ai pas de boule de cristal non plus. Mais où va la tech, c'est compliqué parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais. Je pense qu'il y a une vraie mutation. Ça fait au moins un an, voire un petit peu plus que je dis qu'on est. Il y a une vague, il y a une tsunami qui arrive, qui se met en place avec la puissance, mais aussi la discrétion d'un tsunami, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas là, on ne le voit pas arriver, mais lui se construit, il arrive, quand il va arriver, vraiment, ça va faire mal. Alors, la vague a commencé à arriver. Ça a commencé à disrupter effectivement le secteur de la tech, qui était déjà un petit peu morose quand même, par rapport à simplement une conjoncture économique globale qui est compliquée pour tous les secteurs, hein, et la tech n'y échappe pas. Donc il y avait déjà, ça fait déjà 3 ans maintenant que le secteur est pas au mieux de sa forme, voilà, qui est un peu en déclin et qui a l'air de rester en déclin. Et puis est arrivé, donc il y a Wow. au moins un an et demi, on va dire, de façon un peu plus appuyée, parce que c'était déjà là avant l'IA quand même, mais ça s'est un peu démocratisé il y a un peu plus d'un an maintenant. Et forcément, ça n'a pas vraiment aidé, puisque ben, la productivité apportée par l'IA, en tout cas sur les premières intentions là, euh, a permis de pouvoir éventuellement se passer de, de ressources humaines. Euh, donc du coup, c'est très bien, l'IA au niveau tech. C'est vraiment incroyable. Et moi, je m'en sers tous les Oui. jours. Et c'est juste fabuleux. Et même, comme je disais, pour les développeurs juniors, hein, enfin, sur la posture, sur l'apprentissage ou autre, on a vraiment un professeur. C'est une chance incroyable. Euh, du coup, on va plus vite aussi. Donc ça, c'est plutôt bien. Et où va la tech? Je pense qu'il faut, sans vouloir être trop pessimiste, mais je pense qu'il faut envisager une perspective un petit peu différente que ce qu'on avait il y a 3 ans, lorsqu'on arrivait sur le marché où Mm. ben voilà, on faisait tout nous-mêmes, tout à la main. On recherchait tout à la main aussi. Et voilà. Et là, en fait, bah, l'IA, c'est vraiment une révolution informatique, finalement, une révolution numérique, hein. Donc, il y a eu la révolution industrielle,
qui a mis 50 ans à se mettre en place. Il y a eu la révolution Internet qui a mis une vingtaine d'années à se mettre en place. Et il y a l'IA qui a depuis une petite année, enfin un peu plus, et qui ne va pas mettre 20 ans à se mettre en place, qui va être C'est beaucoup plus ça, rapide. c'est ça, c'est ça. Euh, Le problème que c'est à la vitesse de la lumière. C'est pas comme comme c'est, c'est, l'internet quoi. voilà, et c'est ça en fait qui va, je pense, être compliqué à gérer. Euh, Et même donc au-delà de la tech, en fait, c'est un sujet vraiment très vaste. La tech est disruptée d'une part par le marché qui n'est plus aussi porteur, et d'autre Ouais, part pour les personnes présentes, la tech est aussi disruptée dans leur activité par l'IA. Donc, ouais, je pense ces deux angles-là d'impact sur la tech euh, qu'il faut faire attention. Et l'IA, par extension, ça va au-delà de la tech, c'est vraiment une révolution même sociétale, et ouais, mais clairement, enfin, de mon point de vue, parce que ça peut vraiment remettre en cause tout le rapport au travail, à la personne. Et si on est dans une forme d'automatisation, à l'image vraiment de la révolution industrielle quelque part, où ben, les machines ont remplacé les humains. Donc ça s'est bien passé, il y a eu des mutations, il y a eu de la casse évidemment, mais de façon macro, bon ben voilà, la société s'est adaptée. Pareil pour Internet, il y a eu des mutations, des nouveaux métiers. Aujourd'hui, le métier d'influenceur n'existait pas avant. Donc, oui, et avec l'IA, on va avoir aussi ce genre de mutation. Le problème, c'est que ça va très très vite. Et voilà, donc euh, je me pose la question de savoir comment est-ce que la société va arriver à digérer ça de façon aussi rapide. Voilà, donc ouais, c'est un vrai impact sociétal, quoi. ouais. Non, non, t'as raison. Je sais pas comment dans quelques années, même pas quelques années. Là, on Ouais, parle de quelques mois. ouais, Dans quelques c'est mois, ça, moi, comment ça va? ça va très très vite. Mais alors, c'est d'autant plus difficile que on entend beaucoup de choses sur l'IA, tout et Mm. son contraire, chacun a son point de vue. C'est ça exactement. Parce qu'on sait pas, on sait pas, tout simplement. Ben, ce que l'on ne sait pas, on sait ce que l'IA est capable de faire. Par contre, on ne sait pas ce que l'humain va être capable d'en faire. C'est ça, en fait, C'est ça. Où va aller? Le problème, on sait pas où va aller. Ça va faire quoi de plus? Parce que là, en fait, tu cherches quelque chose. Avant, on cherche sur Google et on passe parfois je vais pas dire des heures, mais on passe beaucoup de temps pour trouver l'information. Mais là, vite fait. Donc, Oui, oui, on arrive. on attend à quoi? Donc, Oui, oui, non, non, ça va changer énormément de choses, hein, ouais, énormément de choses. Et après, pour revenir sur la partie tech et de l'IA, en termes de développement, bah, là aussi, aujourd'hui, l'IA est un petit peu décriée, pas par rapport à elle-même, mais par rapport à ce que les gens en font. Donc le vibe coding, voilà. ouais, Alors effectivement, le vibe coding, beaucoup disent oui, mais de toute façon, l'IA, ça va créer beaucoup de systèmes qui vont être immaintenables, et du coup, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Bon, alors je ne serais pas aussi affirmatif, j'en sais rien en fait, parce que voilà, c'est pas parce que certaines personnes me le disent. Ce qui est vrai, il y a une part de vrai certainement, hein. Bon, est-ce que ça va être une majorité? Est-ce que les gens seront plus intelligents que ça pour mieux la maîtriser et du coup avoir des systèmes plus sains? Et du coup, il faut peut-être pas trop espérer d'avoir une vague aussi massive de systèmes à refaire parce que le vibe coding a fait n'importe quoi. Enfin, l'être humain, d'ailleurs, c'est pas le vibe coding, mais la personne. Bon, voilà, du coup, c'est compliqué de faire une prospective sur le ouais. comportement actuel des gens, ne sachant pas trop comment les gens s'en servent vraiment. Ok. Et pour les devs qui nous écoutent, Jean-Jacques, sur quoi ils devraient absolument se former en 2025? Bah, ça va dépendre sur quoi il faut se former. Je pense qu'il faut se former, pour parler en général, sur le développement. Il faut se former sur les fondamentaux et
au-delà de son domaine technique de prédilection, son langage, son framework, c'est vraiment travailler sur les fondamentaux, les principes de base qui sont assez transverses. Il y a beaucoup de notions de conception, d'architecture qui sont transverses au techno. Donc d'une façon générale, vraiment travailler ces bases techniques-là. Euh, Ensuite, évidemment, rester à jour sur son domaine. Donc vraiment sur la maîtrise purement technique de sa techno préférée. Rester à jour aussi sur son environnement, donc ce qui nous entoure, au-delà du développement, donc ce que je disais, hein, et notamment sur la partie DevOps, qui est intéressante aussi. Dire que ce qui est codé, c'est livré. Donc s'intéresser aussi à la partie DevOps, je pense que par extension, pour un développeur, c'est intéressant, C'est voire intéressant. même fondamental, même si c'est pas son domaine en termes d'opération, mais en tout cas, voilà, ça le concerne. Euh, et puis, c'est les soft skills aussi, important. Se former sur les soft skills, apprendre à s'intéresser, à communiquer. La partie communication. Alors, ça concerne pas que les devs, hein, mais c'est tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment les fondamentaux de son domaine métier. La partie technique pure de son domaine métier aussi, et puis regarder un petit peu autour de soi. Donc, apprendre à communiquer et puis au niveau technique aussi par extension un petit peu la partie si on est un développeur back-end par exemple pourquoi pas la partie un peu front-end et DevOps qui nous entoure donc à chacun de regarder un petit peu en amont et en aval ce qui se passe. Ok. Et toi, avec ton expérience là, Jean-Jacques, qu'est-ce qu'on ne dit pas assez aux jeunes veufs? Peut-être ce que je viens de dire sur l'intérêt de s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. Ouais. Euh, Aussi simplement que ça. Euh, Ouais, essentiellement, je pense que c'est vraiment le principal en fait. On leur dit pas assez que leur métier c'est pas uniquement de coder, Ouais. mais vraiment d'aller chercher. Je vois beaucoup de managers qui essayent d'amener les équipes techniques à vraiment aller discuter et de ne pas avoir uniquement comme interface le chef de projet ou le lead dev selon la position que l'on a. Voilà, et essayer de s'intéresser un petit peu plus au-delà et comprendre l'environnement dans sa globalité. Voilà, parce qu'on fait partie d'une chaîne de valeur et savoir, bah tiens, pourquoi cette fonctionnalité a été demandée, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que ça Ouais. fait, je trouve que ça permet de mettre du sens dans ce qu'on fait. Moi, je suis en quête de sens permanente pour essayer de pas me perdre dans des choses qui n'ont pas de sens. Et du coup, mettre du sens dans les choses, bah oui, ça permet déjà de pas s'égarer et puis de rendre quand même la journée un petit peu plus intéressante. Ouais. Euh, et ça peut changer, ça peut avoir un impact psychologique assez important, hein. Parce que si on a une espèce de morosité sur sa partie technique qui peut être parfois désociabilisante parce que c'est quand même très prenant le développement et on est parfois dans des phases de code flow où on veut parler à personne, on veut rester dans son code, ne pas être... Voilà, on peut peut-être avoir tendance à se renfermer dans cette bulle de façon ponctuelle dans la journée, mais qui, le temps passant, va finalement nous donner cette posture de personnes un peu enfermées finalement et on va peut-être inconsciemment s'inscrire à force d'avoir ces moments de code flow. On peut peut-être s'inscrire dans cette posture-là et du coup finir par ne plus en sortir. Et voilà, peut-être c'est intéressant d'être vigilant aussi sur ça. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Maintenant, on attaque la partie fin du podcast. Ah, je suis obligée de commencer par la question signature du podcast. Tu es team café ou team thé? Plutôt team café, même si j'aime bien le thé, hein, mais ouais, plutôt café. Je carbure au café toute la journée. Ouais.
façon, je pense qu'on peut pas booster sans café. Sont rares les gens qui prennent du thé, quoi. Ah ouais, ils sont plus rares, mais il y en a, il y en a. Ok, donc est-ce que tu as une anecdote marrante, gênante ou totalement improbable de ton parcours dans la tech? Alors c'est à la fois marrant et gênant, je dirais. Euh, J'en ai même pas deux qui sont du même ordre, où j'ai pu faire des boulettes de langage. Et c'était par exemple avec une personne. Alors, un petit disclaimer, je ne suis absolument pas raciste, et ce que j'ai dit, c'était plus des boulettes de langage qu'autre chose, où j'ai utilisé deux expressions qui auraient pu être mal reçues, mais qui ont plus fait sourire qu'autre chose, parce que voilà, les gens comprennent très bien que c'était une maladresse Ouais. plus gentille que voilà, où j'ai pu donc utiliser l'expression à dire bah voilà, sur ce projet on est noir, en disant sous-entendu on n'a pas de chance, on est noir. Voilà, c'est ce que veut dire cette expression. On est noir, on n'a pas de chance. Bon, il se trouve que la personne était ivoirienne, et donc du coup, voilà, ça aurait pu être limite, Oui. mais ça s'est très bien compris. Et une autre fois aussi, c'était carrément en formation, où j'animais une formation sur un sujet, je crois que c'était sur du MongoDB. Voilà, donc des concepts un petit peu nouveaux pour certains. Donc il y a quelques aspects techniques qui peuvent être un petit peu complexes, certains termes, etc. Et je voulais m'enquérir de savoir si les gens avaient compris ce que je disais, et donc j'ai utilisé une expression en disant voilà, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit, ou est-ce que c'est du chinois? Euh, et dans Il y l'assemblée, avait un chinois. j'avais dans l'assemblée des personnes qui pouvaient se sentir directement concernées. Ouais. Donc voilà, c'est deux et pareil qui ont souri aussi, hein, qui étaient voilà. Oui, Mais oui. parce que c'est plus mignon quelque part qu'autre chose. C'était pas du tout raciste, pas du tout du tout, hein, mais bon, Non, des non, abus de non. De toute langage. façon, Mais voilà. on utilise ça partout. Même lorsqu'on parle en arabe, on utilise ça. Bah voilà. Donc bon, ça a plus prêté à sourire. C'était, Oui, mais j'étais quand même gêné. oui, oui. Bon. J'étais quand même très gêné. Mais Non, je comprends. Là, je vois la scène. Oui, t'as raison. oui. Tu dois être gêné, quoi. Ok. Et quand tu coupes, là, tu coupes tout. Tu vas pas toucher au clavier. Tu fais quoi? Euh, je fais quoi? Je fais du sport essentiellement. J'aime bien les activités d'extérieur, les sports de montagne, euh, principalement de l'escalade, du VTT. Et j'aime beaucoup aussi une pratique qui s'appelle la highline. La highline, c'est une activité qui est peut-être plus connue sous le nom de slackline. Et la slackline, c'est une activité qui consiste à marcher sur une sangle en équilibre. Marcher en équilibre sur une sangle. Donc il y a une personne qui est assez connue en France, c'est Nathan Paulin, qui a fait ça entre l'Arc de Triomphe et je sais plus quel autre monument, enfin même sur le Mont Saint-Michel. Donc il a traversé une ligne comme ça, en marchant en équilibre. Je sais plus combien de kilomètres faisait cette ligne. Donc c'est du funambulisme mais moderne, on va dire, parce que le câble est remplacé par une sangle qui fait 2 centimètres et demi de large. Et on n'a pas d'équipement de balancier comme le font les funambules sur un câble d'acier qui est tendu et avec un balancier. Là, c'est le contraire, c'est une sangle qui est molle, donc qui bouge, et on n'a que les bras pour s'équilibrer. Et voilà, donc ça fait une dizaine d'années maintenant que je pratique cette activité. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette fameuse activité-là qui m'a beaucoup inspiré de par la pratique en elle-même, mais aussi par la communauté des gens qui pratiquent cette activité-là. Et c'est là où j'ai eu beaucoup
de révélation et mon rapport aux choses, à la vie et au sens a beaucoup changé à ce moment-là. Donc voilà, c'est une pratique à la fois euh, technique, physique, Ouais. mais beaucoup aussi psychologique et qui est vraiment challengeante. Voilà, c'est à l'origine de beaucoup de choses chez moi, sur le plan Non, personnel c'est intéressant. et Ouais. la communauté qui est vraiment bienveillante justement, Ouais. et où voilà j'ai été très inspiré de ces gens-là, donc ça a fait écho en moi et puis après, ben, comme je disais tout à l'heure aussi, écho dans mon activité professionnelle. Et je pense qu'elle a, comment dire, ça, qu'elle a eu des changements positifs sur ta carrière, sur ta façon de faire. Parce que là, en fait, je pense que t'as besoin de beaucoup de concentration, beaucoup de courage, beaucoup. En fait, je pense là, je suis sur une ligne. Tu vas vider ta tête pour rester concentré. Et du coup, tout ça, ça peut t'entraîner pour aborder d'autres sujets, mais dans la vraie vie, dans ta carrière, dans ta vie personnelle, quoi. Oui, oui, complètement. C'est exactement ça. C'est vraiment une école de vie en fait cette pratique. C'est Ça, extraordinaire. C'est vraiment hyper challengeant sur le plan personnel, psychique, psychologique, philosophique. mm, Enfin, mm, ça amène à beaucoup de choses. Ça, on est vraiment face à soi-même en fait, hein, et on peut pas ouais, mentir, on peut pas. Et ça renforce. Ça permet d'apprendre à lâcher prise, déjà, d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à garder le contrôle quand tout se dérobe sous nos pieds. Pour le coup, là, c'est vraiment le cas de dire, quand on marche là-dessus, ben, tout se dérobe sous nos pieds. Et en fait, ça fait écho à beaucoup de choses. Et oui, c'est une vraie école enfin, pour moi, hein, c'est une vraie école de vie et beaucoup de pratiquants disent ça aussi, hein. ouais. C'est devenu un état d'esprit, enfin, c'est un état d'esprit, un art de vivre en fait. Et, et voilà, c'est vraiment, oui, ça sert beaucoup au Ouais, quotidien. t'as raison. Et pour finir, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent progresser, découvrir, s'inspirer, est-ce que tu peux nous partager 2 talks que tu as vraiment adorés? Des talks disponibles en ligne qui t'ont marqué, inspiré ou fait voir la tech autrement. Euh, alors, j'en ai pas vu énormément de talks, alors, j'ai quand même pas mal, hein. Des conférences, oui. Euh, euh, il y en a pas un en particulier qui m'a donné une vraie révélation. Mhm. Alors, c'est 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 plus une expérience de différents talks en réalité. Oui, oui, Mais si je devais euh, en fait, c'est vraiment différents talks parce que chaque talk apporte vraiment sa valeur oui, ajoutée. c'est ça. Et du coup, moi, je m'inspire beaucoup, hein, des personnes qui m'entourent, et alors, aussi bien en positif qu'en négatif, parce que je vois des fois ce qu'il faut pas faire, donc c'est très Oui. bien aussi. Et des fois, je m'inspire aussi de gens qui sont très vertueux, de belles personnes, et c'est inspirant. Donc du coup, oui, c'est plutôt l'expérience de différents talks qui vont m'apporter des aspects techniques, oui, sur des approches sur la façon de résoudre certaines problématiques, de percevoir les choses en fait. Donc ça, c'est intéressant. Il y en a beaucoup, mais voilà, je peux pas dire qu'il y en a vraiment un qui s'est détaché en particulier. Et ce que les talks aussi inspirent, bah, c'est sur l'orateur lui-même, la façon dont il s'exprime. Ça peut être aussi Ouais, très inspirant à titre ouais, personnel humain. Et souvent, c'est le prolongement du message qu'ils veulent passer au niveau technique. ouais. Euh, alors, je peux peut-être citer une personne et peut-être éventuellement un talk en particulier, malgré tout. Ça serait Nicolas Greca. Euh,
parce que je le connais maintenant depuis des années. Bah, ça fait 4-5 ans qu'il vient faire des talks chaque année. Il sera présent au Web Days d'ailleurs. Il y a lui et Kevin Denglas aussi, que j'ai eu la chance de côtoyer et qui va aussi donner une conférence au Web Days. C'est des personnes qui sont euh, vraiment très inspirantes, si bien sur leurs compétences techniques que sur leur façon de transmettre. J'ai eu la chance Ouais, d'assister à un workshop de Kevin sur API Platform et workshop aussi de Nicolas. Des gens vraiment très inspirants, aussi bien encore une fois techniquement que ouais, sur leur vulgarisation. Et aussi, et voire même surtout, je crois, sur leur côté humain. En fait, ce sont des gens ouais, juste normaux en réalité. C'est les premiers, je me rappelle encore entendre dire Nicolas qu'il n'a pas le culte de la personnalité parce que lorsqu'il vient chaque année au meet-up, en fait, les gens ont tendance à idolâtrer. Et Nicolas, bah, lui, il dit non, non, surtout pas, s'il vous plaît, traitez-moi comme tout le monde. Euh, ouais. et, et vraiment, et ça se voit et ça se sent que c'est très naturel. Et pour Kevin Mm. aussi, c'est la même chose. Et si j'avais un talk, bah, ça serait sur une des conférences moi, qu'il a donné à un des meet-up sur les lazy objects, où bah, c'est un sujet qui est pas forcément évident et où il a réussi à bien le vulgariser. Ce que je pourrais dire là-dessus. Ok. Merci beaucoup Jean-Jacques, c'était passionnant, concret et super enrichissant. Merci pour ton partage, ta vision et ton expérience. Pour celles et ceux qui nous écoutent, foncez découvrir son travail et surtout notez les dates des Web Days. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Café Tech avec Imen. À bientôt!